Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien installés? On va pouvoir démarrer. Aujourd'hui sur cette conférence, l'aidant au cœur de la prise en charge, quelle révolution attendre? Un mot. Je suis Didier Imbert, directeur marketing chez Arche MC2, le digital au service de la personne. Et avec moi pour parler du sujet, je vous introduis quand même un tout petit peu le sujet avant de vous présenter mes chers experts. L'aidant est au cœur de toutes les attentions. C'est un des piliers de la prise en charge du senior à domicile. Mais quand sera-t-il demain ? Allons-nous vers une multiplication des plateformes de coordination vouées à soulager les aidants? La technologie numérique peut-elle remplacer le rôle des aidants? Donc c'est de tous ces sujets-là que l'on va débattre. Avec... Non, c'est dans l'autre sens. Alors, avec Arnaud Dugluet, qui est fondateur d'Apologique en 1988. Donc, c'est l'un des pionniers de l'informatisation des structures d'aide à domicile. Aujourd'hui, vice-président de Arche MC2, donc le digital au service de la personne, avec 470 collaborateurs au service des acteurs de l'action sociale, du service à la personne et du médico-social. Il est également président du SYNAPS, le syndicat national des entreprises de la Silver Economy, et éminent passionné du secteur du médico-social également. À ses côtés, donc Arnaud est au centre, vous avez dû le comprendre. À sa droite, nous avons Antoine Vial. Après avoir créé et revendu 2 startups, l'une dans la tech et l'autre dans le médico-social, Antoine aide d'autres entrepreneurs à développer leur activité grâce notamment à l'innovation et à la R&D au travers de la société Avisen. Il accompagne des ESMS également. Et il a été chercheur au CEA. C'est notre monsieur techno du jour. Tout à gauche, Jean-Paul Di Cristo, entrepreneur social. Il a fondé Marguerite en 2019. C'est la première entreprise française de care management. Marguerite préside également la commission care management de la FEDESAP. Alors, j'ai une première question à Arnaud pour introduire cette conférence. Mais qu'est-ce qu'un aidant au final ? Comme ça, à froid, un aidant, la définition de l'aidant, c'est comme la définition du senior ou du vieux. C'est quoi un vieux, c'est quoi un senior? Un aidant, vous avez les aidants familiaux, vous aidez vos enfants, mais vos enfants vont vous aider. Il y a des chiffres qui circulent, on entend il y a 11 millions d'aidants, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas 12 ou 13? On disait 18 millions d'aidants, parce que vous pouvez être aidant à un moment. Quand il y a une prise en charge, si vos parents ou si vos grands-parents vous organisez une prise en charge parce qu'il y a une entrée en dépendance, vous allez fournir un effort d'aidant. Et là, vous allez vraiment devoir chercher, vous allez devoir accompagner cette prise en charge, ce début de prise en charge, pardon. Une fois que c'est fait, ça va se calmer. Vous allez venir voir vos parents normalement parce que c'est un devoir, enfin entre guillemets, c'est un devoir familial. Alors moi, je considère qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment aidant. Par contre, à un moment de temps, il va y avoir inexorablement une dégradation. Donc à un moment de temps, vous allez être obligé de recommencer à intervenir pour trouver d'autres aides, pour demander requalification du GIR, pour est-ce que je sais. Là, vous allez redevenir aidant. Enfin, la définition de l'aidant, c'est extrêmement compliqué, c'est très flou en plus. Et moi, je trouve que ça ne sert pas forcément la cause de l'aidant de dire qu'il y en a 11 millions, 12 millions, 18, 20 ou 22. Parce qu'en fait, c'est des moments de vie que vous avez à traverser. Et ces moments-là, l'humain a un rôle très important. Et je pense, comme tous autour de cette table-là, que les technos qui arrivent aujourd'hui, on ne dit plus les nouvelles technos, parce qu'à force de dire les nouvelles technos, ça devient des anciennes technos. Vous avez dans votre poche là tout ce qu'il faut pour faciliter la vie d'un aidant. Et ces technos-là vont faciliter et doivent au contraire faciliter la prise en charge, parce que les aidants, les futurs aidants ou les aidants que vous êtes déjà, vous n'habitez plus près de vos parents, vous êtes peut-être des familles déjà séparées ou qui vivaient très loin des... Enfin bref, aujourd'hui, oui, je parlais de nouvelles techno et comme quoi vous aviez dans la poche de quoi satisfaire la liaison entre une structure des domiciles et un aidant.
c'était un smartphone, c'est un très bon outil. Voilà. Donc en fait, la définition d'aidant, c'est flou et on va justement comment on peut organiser ça et comment on peut améliorer, potentialiser le rôle indispensable de l'humain autour de ça. Ça va être le sujet de notre débat. Et est-ce que, petite question complémentaire, est-ce que l'aidant, le profil type de l'aidant va évoluer dans les 10 ans, 20 ans à venir ? Il a déjà beaucoup évolué. Je crois que tu vas pouvoir nous éclairer un peu là-dessus, mais il a déjà beaucoup évolué. Dans les années 45-50, les structures étaient familiales, les enfants restaient près des parents, etc., secteur primaire majoritaire. Après, vous passez au secteur secondaire, industrie, etc. Donc là, toujours pareil, la cellule familiale ne bouge pas beaucoup. Avec le tertiaire, évolution des villes, le grossissement des villes. Aujourd'hui, je ne sais plus, je n'ai pas les chiffres en tête, mais la majorité des enfants ne vivent plus près des parents, en tout cas ne vivent plus non plus avec les parents. Tout a changé, les couples sont aussi, je n'ai pas les chiffres là non plus, mais en tête, mais sur Paris, je crois que c'est 25 ou 30% des familles qui sont des familles monoparentales, donc des familles éclatées. Donc les dents, ça bouge beaucoup. Je vais peut-être pouvoir me compléter mon propos, mais c'est vrai que c'est la définition et l'évolution présente va encore s'accentuer, s'accélérer. Bon, je pense que tu as bien résumé la définition du terme d'aidant. Je ne vais pas forcément trop rebondir et m'attarder sur le sujet. Après, ce qu'on peut compléter, c'est que sur ce sujet des aidants, on voit que c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode, entre guillemets. Bon, pour plein de raisons. Déjà au niveau sociétal, puisqu'on a quand même traversé 2 ans un peu compliqués où on s'est rendu compte que effectivement il y avait des personnes âgées qui étaient seules et vraiment seules, et que quand le système d'aide à domicile s'est stoppé du jour au lendemain, on se retrouvait avec des personnes qui n'avaient même plus à manger, ou il n'y avait plus de passage. C'est un peu de vécu, puisque c'est ce qu'on a géré quand on a lancé effectivement Marguerite en 2019. Mais aujourd'hui, il y a un panel de solutions qui existe. Il y a pas mal d'études sur le sujet, si vraiment le sujet vous passionne, qui tournent autour des aidants, du métier de care manager. Il y a une étude qui a été faite récemment par la FEDESAP. Vous pourrez la retrouver sur le site de la FEDESAP, où on le mettra sur le lien de la conférence. Mais voilà, pour ne pas faire trop long, parce qu'il y a plein d'autres questions. Alors, on va peut-être pouvoir justement enchaîner sur l'aider, le bénéficiaire finalement de toute cette attention. Voilà, on a sorti quelques petits chiffres là qui montrent déjà une accélération ces 2 dernières années, puisque par exemple entre 2018 et 2020, les possesseurs de smartphones sur les 60-69 ans sont passés de 60 à 80% de possesseurs de smartphones, et les plus de 70 ans de 40 à 20%. Donc un bond de 20 points rien qu'en 2 ans. Et on peut se dire du coup que effectivement dans 10 ans, on sera à minima à 80% donc de possesseurs de smartphones chez les plus de 70 ans. Sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette évolution finalement de la personne qui est au cœur de toutes les attentions? Alors, sujet intéressant pour le coup, et je peux vous faire partager l'expérience de l'entreprise Marguerite qu'on a créée en 2019, puisqu'on est complètement dans le thème. Aujourd'hui on est en 2022, donc le sujet est plus à l'ordre du jour, mais en tout cas en 2019, quand on a créé cette entreprise pour aider les personnes, qu'elles soient aidantes ou aidées d'ailleurs, avec ce métier de care manager, où concrètement, pour ne pas faire trop long, on a des assistantes sociales, des ergothérapeutes ou des psychologues sur une plateforme téléphonique et web qui répondent aux personnes avec des diagnostics autonomie en fonction de leurs besoins quotidiens. On a mis 1 an de recherche et développement en 2018 pour créer ce site Marguerite et tout le back-office numérique qui permet effectivement à un aidant ou une personne aidée de commander sa prestation sur le site internet, de payer en ligne, de prendre rendez-vous en ligne avec les care managers, d'avoir un délai de réponse dans les 72 heures. Et quand on a créé cette boîte-là à l'époque, le challenge c'était de se dire, est-ce que le grand public est prêt ? Est-ce que le client final, le bénéficiaire est prêt à commander ce type de service en ligne ? Ce qui n'existait pas à cette période-là en tout cas, puisque concrètement le sujet du maintien à domicile
étaient gérés essentiellement par des CCAS, des CIAS ou des évaluateurs du département. Donc en gros, on a privatisé quelque part quelque chose qui était complètement public en s'inspirant des pays nord-européens. Bon, le résultat 3 ans après. Alors, vas-y. justement, Jean-Paul, on reviendra après sur le care management et qu'est-ce que c'est et ton expérience. Et du coup, est-ce que tu as vu un changement dans les usagers? Est-ce qu'ils ont évolué d'un point de vue techno? Est-ce qu'ils s'intéressent du coup plus facilement? L'introduction un peu longue était justement pour arriver à ça. Mais merci de me couper à ce moment-là, Didier. Donc je vais reprendre, merci. Donc effectivement, le constat qu'on fait au bout de 4 ans de lancement, enfin 3 ans officiellement en France de Marguerite, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, le grand public est prêt à utiliser ce type de techno. Si et seulement si, il y a vraiment de l'humain derrière qui arrive vite. Voilà, c'est là le cœur de la chose. On ne peut pas imaginer que ça soit demain une appli qui gère les diagnostics autonomie ou les besoins des aidants et des aidés de manière automatisée. À date, peut-être dans 5 ans, 10 ans, ça sera le cas. Mais en tout cas, nous, de notre usage, par rapport aux 20 000 premiers clients qu'on a pu accompagner, on se rend compte que c'est un vrai plus qui est le numérique, c'est évident. Mais tout de suite, il faut que l'humain soit là en relais pour ramener effectivement quelque chose de plus palpable. Voilà. Arnaud, je t'en prie, tu veux réagir? Oui, juste, depuis 50-10 ans, vous assistez à une révolution du secteur de la prise en charge. Regardez, aujourd'hui, si vous avez des personnes de votre famille prises en charge à domicile par une structure, est-ce que vous avez les plannings disponibles sur un téléphone? Non. Est-ce que vous pouvez envoyer un message directement à la structure via une messagerie sécurisée? Non. Est-ce que vous pouvez échanger avec les intervenants directement? Non. Si vous avez des enfants à l'école, est-ce que vous avez les bulletins les bulletins de salaire, pardon, les bulletins scolaires des enfants disponibles sur votre smartphone? Oui. Est-ce que vous pouvez discuter avec les professeurs? Oui. Est-ce que vous pouvez dialoguer avec l'administration de l'école? Oui. Il n'y a pas comme un problème là? Bon, ça, c'est en train de bouger. Aujourd'hui, on commence à avoir des solutions. Nous sommes promoteurs d'une solution, mais qui se veut transversale au secteur pour mettre à disposition cette information-là. Bon. On la met à disposition de qui? De la personne âgée? Oui, quand elle va commencer à utiliser un smartphone. Ça vient, ça commence à venir. Bon. Encore qu'avoir un smartphone, c'est pas savoir l'utiliser. Quand on me dit, ouais, regarde, il y a plus de 40% des plus de 70 ans qui ont un smartphone. Ok, mais de toute manière, aujourd'hui, si vous voulez acheter autre chose qu'un smartphone, il n'y a pas le choix, il n'y a que des smartphones. Donc, et puis à 1 euro, il n'y a que des smartphones, qui sont tout pourris, mais il n'y a que des smartphones. Bon. Le premier problème. Deuxième problème, quand vous avez un de vos parents qui a besoin d'une prise en charge, vous faites quoi? Ben, vous ne savez pas quoi faire. Et vous vous dites, et ça, c'est du nouveau métier. Hein, parce que vous vous dites, je vais appeler mon toubib, je vais appeler le toubib, le médecin de famille, il n'y en a plus non plus, parce qu'ils ont appelé SOS médecin. L'infirmier, vous avez un infirmier, vous, attitré? Ben non, pas forcément. Donc en fait, tout ça, c'est des moments de vie et vous devez organiser ça quand vous êtes dedans. Et ça, entre les besoins et les nouvelles techno, aujourd'hui, on commence à voir émerger des nouvelles solutions, des nouvelles pratiques qui sont liées à l'adoption massive des nouvelles technologies. Et dans 5 ans, 10 ans, quand la génération Facebook va commencer à rentrer un peu plus dans la dépendance, enfin dans le vieillissement, 65 ans, 70 ans, 75 ans, même si on n'est pas forcément dépendant à 75 ans, là, ouais, on va vraiment assister à une révolution du secteur. Je sais pas si tu... Alors, moi, effectivement, quand on a préparé la conférence, je me suis dit où ça en est d'un point de vue technologique et qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme techno pour les aidants, pour assister les aidants ou voire, soyons complètement, mettons un peu de science-fiction pour remplacer les dents. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste montrer, je vais piquer la place de l'animateur. Voilà, super. Et je vais vous montrer un petit quelque chose tout simple. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y en a dans la salle qui se souviennent de Google Assistant, qui ont déjà entendu parler de Google Assistant? Ouais. C'était en 2019. Hein. Donc c'était Google Assistant qui prenait rendez-vous immédiatement dans un salon de coiffure. Et ben en fait j'ai regardé et le service est sorti. Il est sorti depuis 2022 en février de manière complètement, voilà vraiment standard pour les Américains.
Donc, vous pouvez, quand vous téléphonez à un restaurant, enfin, vous pouvez réserver un restaurant aux US. S'il n'y a pas de site web pour le restaurant, vous cliquez OK, je veux réserver le resto. Et là, il y a Google Assistant qui téléphone au resto, qui indique pour combien le créneau, le nombre de personnes, etc., qui demande de réserver une table et tout ça, et ensuite renvoie un email en disant OK, c'est bloqué, en le mettant dans l'agenda. Donc ça, c'est fait, ça marche aux US. Alors, je vais vous montrer aussi ceci que j'ai vu cette fois-ci en France, si j'arrive à me servir de la souris. Hop. Alors, et puis après, on va réagir à ça. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous contacte car nous souhaiterions envoyer un email à votre responsable production. Il s'agit bien de Monsieur Cédric. Oui. C'est bien ça? C'est ça. Oui. D'accord. Est-ce que vous pourriez me communiquer notre email, s'il vous plaît? Oui, alors c'est C, en minuscule, point, arrobase, sans accent.fr. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Bonne Bonne fin de journée à journée à vous. vous. Merci. Donc là, ce que vous avez vu, c'est un système automatique. Vous avez, en fait, pour les entreprises, quand vous voulez appeler en cold call, quand vous voulez envoyer des mails de prospection commerciale, vous avez juste l'adresse email du standard. Et vous voulez envoyer un mail au responsable de production, il faut récupérer son adresse email, par exemple. Vous avez des listes de milliers de téléphones et vous voulez savoir à qui envoyer. Vous pouvez faire appel à cette start-up là qui pour quelques centimes va pouvoir vous déployer un robot qui va appeler au téléphone les 10 000 entreprises que vous avez ciblées et récupérer les adresses email. Alors, justement, Antoine, Ouais. si on recentre un petit peu le débat autour de l'aide à domicile, alors c'est intéressant, c'est plus que des expérimentations, mais du coup, dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, les aidants familiaux, eux, sont de plus en plus éloignés, par exemple, donc ils sont peut-être en difficulté pour détecter des signaux d'entrée en dépendance, par exemple, de leurs parents. Puisqu'ils viennent moins régulièrement, ils sont plus éloignés, etc. Donc, comment on pourrait remplacer la proximité dans la détection du besoin d'aide, c'est-à-dire, à partir du moment où notre aîné commence à nécessiter finalement une aide, comment on pourrait faire avec la technologie? Une idée? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de détection de signaux faibles, on parle d'abord de données. Il faut que les données soient disponibles. Ces données-là, il y a plusieurs façons de le faire. Depuis des années, il existe des maisons connectées, il existe des systèmes qu'on met des capteurs partout. Les premiers que j'ai vus, franchement, ça date de 15 ans ou 20 ans, ce genre de choses. Donc des capteurs connectés avec un système d'analyse qui va dire attention, le senior n'est pas allé dans la cuisine quand il faut entre midi et 2, donc on peut soupçonner qu'il n'a pas mangé. Voilà, il y a ce genre de choses. Le problème qu'il y a, c'est que ces données sont difficiles à récupérer. Et actuellement, donc on parle de cette bascule là entre les gens qui ont un smartphone et les gens qui n'ont pas de smartphone. Avant qu'ils aient de smartphone, les années qui viennent de passer, on était obligé d'instrumenter la maison, on était obligé de faire plein de choses pour savoir ce qui se passait. Maintenant, dans très peu de temps, vous allez voir, toutes nos vies numériques sont tracées. Les Chinois l'apprennent pour leur grand malheur maintenant, mais toutes nos vies numériques, tout ce qu'on fait sur Twitter, tout ce qu'on fait sur Facebook, etc., peut être utilisé pour faire des profils de vie qui peuvent permettre de détecter ces fameux signaux faibles. Voilà, donc la question vraiment se pose complètement différemment entre maintenant et un petit peu plus tard. Oui, donc une évolution fulgurante liée à la technologie. Et ce que je vous ai montré ici, le système vocal, pour moi, c'est une des solutions. Ça peut être une des solutions, c'est-à-dire un système vocal facile à utiliser. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'entrée de texte, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien du tout. Il y a juste un robot qui appelle au téléphone. Le robot qui appelle au téléphone, vous l'avez tous vu quand on est aidant. Imaginez, vous avez des lunettes à faire refaire. Les lunettes, il faut vérifier qu'elles soient là. Il faut amener l'ordonnance de l'ophtalmo. Il faut que l'ophtalmo, amener l'ordonnance de l'ophtalmo chez l'opticien. Il faut déplacer la personne une première fois chez l'opticien. Il faut ensuite pouvoir réussir à la déplacer une deuxième fois pour avoir les lunettes. Il faut que l'opticien ait les lunettes avant. Donc, imaginez que vous ayez un robot qui appelle et qui passe les 4, 5, 6 coups de fil qu'il faut pour coordonner tout ça. Ça sera quelque chose de fantastique.
Très intéressant. Mais alors du coup, aujourd'hui, on voit se multiplier un certain nombre d'initiatives, d'assistants vocaux, voilà. Et puis en face, on a les assistants des géants Amazon, Apple, etc. Qui va l'emporter? Qui sera demain dans le domicile de nos personnes âgées? Moi, je vais passer la main après, mais juste, on a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maison connectée ici, qui a des lumières qui allument en disant Google ou dis Siri? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça dans la salle? Non? Bon, moi alors. Bon, ok. J'ai ça, moi. Mais ça marche super. Hein. Si vous êtes approprié le système, ça marche super. Si je vous l'installe chez vous, que vous ne savez pas comment c'est installé, ça marchera très mal. En tout cas, au premier problème, ça ne marchera plus. En fait, on va voir tout à l'heure, on va parler, il y a tout un tas de dispositifs qui vont servir à apprécier l'état de la personne, à apprécier l'évolution de sa dépendance, à apprécier le fait à apprécier, entre guillemets, à détecter qu'elle soit tombée, par exemple. Et entre guillemets aussi, j'aime bien cette expression, c'est à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire que c'est pas par quelque chose qu'elle porte ou demain, etc., ou c'est par quelque chose qu'elle porte dans son quotidien qu'on va pouvoir détecter ça. Et demain, ça va se multiplier, ça. Pour autant, derrière, après, vous faites quoi? La personne est tombée, vous faites quoi? Le frigo marche plus, vous faites quoi? Les lunettes sont prêtes, vous faites quoi? S'il n'y a pas quelqu'un derrière, ça marche pas. Donc en fait, on va tourner toujours autour de ça. On va tourner autour de ça, de dire ouais, vous allez voir, on va vous parler de nouveaux systèmes, Jean-Christophe va les évoquer tout à l'heure, mais de systèmes qui sont de plus en plus pertinents. Mais derrière, il y a besoin de l'humain, il y a besoin de l'aidant, qu'il soit peut-être professionnel, mais aussi familial. Ouais, alors. Ouais, peut-être juste sur cette question-là. En fait, la technologie, c'est vraiment une aide qui va permettre d'être beaucoup plus productif. Un aidant professionnel qui peut entre guillemets, coordonner 50 personnes au lieu de 3 avec de la technologie, bah, évidemment, ça va être mieux. Il va pouvoir faire plus de choses. Enfin, on va pouvoir avoir peut-être d'autres tâches qui vont être dévolues à l'aidant professionnel. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des... Alors, juste pour la petite histoire, hein, j'ai regardé... ce dont je vous ai parlé pour les assistants vocaux et tout ça, sont des systèmes qui sont actuellement en cours de déploiement. Il y en a au Japon notamment, j'avais vu ça, pour l'observance aux médicaments, déployer des systèmes d'observance aux médicaments, d'organisation des soins, etc. Aux États-Unis, il y a des startups qui font ce genre de choses aussi. Donc tout ce qui est autour du vocal est en train de prendre un gros essor, en tout cas, dans plein de pays. Très bien, très bien. Et donc, du coup, effectivement, une place demain des assistants vocaux beaucoup plus proéminente. On ne parlera pas des histoires de confidentialité des données, hein, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça se posera de toute façon. Une petite réaction, non? Peut-être juste une toute petite réaction, c'est qu'on n'a jamais tué personne pour, à ma connaissance, quand on savait son groupe sanguin, à cause de son groupe sanguin. En revanche, on l'a fait pour ses opinions politiques. Hein. Et actuellement, toute la protection est faite sur les données médicales et on laisse tout fuiter sur toutes les opinions politiques, les opinions qu'on peut prendre publiquement, Twitter, Facebook, etc. Bon, c'est vrai, moi j'ai accueilli une personne handicapée, déficiente visuelle dans le cadre des DUOD cette année. Et effectivement, elle utilisait Amazon Alexa et elle me disait, je lui posais la question, mais et vos données, qui vont aux États-Unis, etc. Est-ce que ça vous pose un problème? Elle m'a dit, non, parce que le temps qu'une solution protégée arrive en France, moi je vais perdre 10 ans de ma vie, quoi. C'est un besoin essentiel aujourd'hui pour vivre que d'utiliser l'assistant vocal. Donc, effectivement, ça peut se poser aussi en ces termes. Je peux apporter une petite anecdote sur ce sujet-là, pour le coup, parce qu'on l'a vécu avec Marguerite. C'est un vrai problème, j'ai l'impression, franco-français. D'ailleurs, c'est un frein complet à l'innovation d'usage ou l'innovation sociale. Mais Marguerite lancée en septembre 2019, je crois, première vague Covid mai ou mars, peu importe. Bon, forcément, le plan de développement est remis en cause. Mais là, à ce moment-là, on se dit avec nos équipes, on va essayer d'aider le maximum de personnes âgées à pouvoir rester chez elles et à survivre finalement, parce que c'était ça le sujet.
Donc, cas précis, on signe un gros contrat avec un bailleur social girondin qui nous confie ses 3600 locataires seniors, plus de 70 ans de mémoire, pour les appeler, voir s'ils ont assez à manger pour la semaine, s'ils peuvent se lever, s'ils peuvent sortir, parce qu'on est dans ces vrais sujets-là, c'est concret, quoi. Et ce qui a freiné la mise en place de ce sujet-là, c'est tout ce qui est RGPD. Et la transmission des données entre le bailleur social et Marguerite. Et dans les 72 heures, on a dû changer et passer en haute donnée de santé. Donc on s'est fait aider par OVH, par des équipes dédiées, mais on était tellement loin de la réalité de quelqu'un qui n'a pas à manger et qui est en mode survie, quoi. Et en fait, pour maintenant co-construire avec des grands groupes régulièrement, merci parce qu'il y en a aussi dans la salle, comme Arkea, avec qui on fait des choses, généralement ce qui freine, c'est cette partie-là. Mais c'est très franco-français, hein. C'est-à-dire qu'on a du mal à avancer parce qu'on s'auto-sabote, ce qui fait qu'effectivement des solutions hors Europe ou hors France, ça arrive et ne se pose même pas de questions, hein. Mais nous, effectivement, on a du mal à avancer sur cette thématique. Les Américains s'en posent beaucoup moins, effectivement. Voilà, c'était pour apporter une petite anecdote. Alors, Arnaud, oui, tu voulais réagir ? Juste pour compléter ce que tu dis, une autre anecdote, si vous allez aux urgences, le médecin urgentiste ne peut pas consulter vos données de santé. Il est obligé de faire une procédure, ça s'appelle bris de glace, pour dire « Ok, je suis médecin, il y a une urgence, je dois consulter ». Aujourd'hui, l'échec du DMP, les millions d'euros, les centaines de millions d'euros investis grâce à vos impôts sur le DMP, c'est parce que c'était vous qui devez donner l'autorisation au médecin d'accéder, de créer votre donnée de santé et d'accéder à ces données de santé. Dossier médical partagé. Sur dossier médical partagé, vous devez donner l'autorisation, etc. Bon, hormis le fait que le médecin n'était pas payé pour le renseigner, mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, mais vous vous dites, Pierre, on prend le problème un peu à l'envers. Tu as 2 médecins dans la salle, donc tu vois, ils ont souri parce qu'ils ont acquiescé. On prend le problème à l'envers un peu quand même. Et ça, c'est vrai que ça peut être typiquement français de se dire, on cloisonne, il faut sauvegarder. Mais aujourd'hui, vous avez des balances Weezing chez vous ? Oui, vous avez forcément un outil Weezing. Est-ce que Weezing est hébergé en données de santé ? Non. Parce que la donnée de santé, c'est pourtant de la donnée de santé, mais ça vous appartient. Donc c'est à vous de dire, moi je veux qu'elle soit là ou je la donne jamais à disposition. Est-ce que vous avez le droit de consulter le poids de vos parents ? Non. Il vous a donné l'autorisation ? Ben non, tu ne penses pas qu'il me donne l'autorisation, c'est ma mère. Ben oui, mais si, quoi. Enfin, c'est comme ça. Une aide à domicile aujourd'hui ne peut pas donner de médicaments. Donner un médicament, c'est un acte médical. Ok. Elle fait quoi tous les jours ? Elle regarde, elle doit s'assurer qu'il soit pris. Ok. C'est comme mon chat. Quand je lui donne un médicament, il faut que je m'assure qu'il ait bien pris le médicament. Donc en fait, tout ça, ça freine. Et le rôle d'aidant là-dedans, et pour ceux qui traversent ça, moi j'ai vécu personnellement, c'est un vrai casse-tête, quoi. Un bon résumé. Alors du coup, ça donne une bonne transition. Jean-Paul, comment toi tu aides les aidants dans leur recherche de solutions d'aide ? Une fois qu'on a détecté éventuellement par la technologie ou par une visite à domicile, qu'est-ce qu'on fait ? Alors nous, en fait, ça démarre concrètement par un diagnostic qu'on peut appeler diagnostic autonomie. En gros, alors s'il y a des initiés dans la salle, c'est ce que font un peu les évaluateurs APA ou PCH, c'est-à-dire qu'on va nommer on va nommer de 1 à 6 leur niveau d'autonomie. Girage, c'est le jargon, c'est ça ? Tu mets de temps en temps Anaïs avant de t'endormir. Merci, c'est gentil. Mon équipe est très fatiguée parce qu'ils sont couchés très tard. Voilà, ça vous intéresse pas, mais c'est pas grave, je vous partage. Donc en fait, on nomme les personnes de 1 à 6 en France. Donc 1, on est proche de la fin de vie, on va faire simple. Et 6, relativement autonome, et on peut envisager un passage de 2 heures par semaine pour réaliser les courses ou les aides essentielles à la vie quotidienne. Donc on commence par ça, par faire ce diagnostic. Et après, en fonction de l'analyse des besoins de la personne, on propose des solutions techniques, humaines, ou aussi pour créer du lien social, parce que ça, c'est un vrai sujet qui est laissé à l'abandon, mais bon, il y a un vrai sujet de lien social dans notre pays. Et in fine, on propose un compte-rendu final qu'on adresse à la personne avec la liste des prestataires à contacter, ou on le fait nous-mêmes, si la personne ne peut pas, mais des prestataires qu'on a nous-mêmes scorés avant, dans le sens où on analyse effectivement les coordonnées, enfin les prestataires qu'on conseille. Donc au-delà de la partie diagnostic, on accompagne finalement de A à Z la personne pour qu'elle reste à domicile le plus longtemps possible,
puisque dans 90% des cas, personne rêve d'aller dans un EHPAD. Bon, désolé s'il y a des représentants du monde des EHPAD ici, mais j'invente rien. Mais c'est la réalité. Donc dans 90% des cas, on va aménager le logement, proposer des solutions techniques, technologiques ou sociales. Souvent sociales, hein, c'est quand même la réalité, pour éviter le plus possible de vivre hors de son domicile. Donc, je pense avoir répondu une à la véritable question. conciergerie, en fait. Oui, c'est intéressant que tu emploies ce terme, puisque même si on l'a créé avec cette volonté de maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes, on va dire, âgées et ou en situation de handicap, on s'est rendu compte à l'usage, et avec les différentes offres qu'on a pu développer, même pour les entreprises, que effectivement, tout le monde a besoin de ce type de service au quotidien, que ce soit pour trouver une garde d'enfants, que ce soit pour trouver plein de produits ou services à domicile, mais sans se dire on va se faire escroquer quotidiennement. Ça, c'est le deuxième axe, effectivement, qu'on apporte avec Marguerite. C'est ce qui nous a donné aussi envie de créer cette structure. C'est cette lutte quotidienne contre le démarchage à domicile et téléphonique que vivent les personnes âgées et handicapées. Parce que là, on rentre dans un univers qui est... Alors, s'il y a normalement, on est sur un salon où il y a aussi des spécialistes. Donc, les sujets que je vous dis, vous ne les apprenez pas, mais nous, on le constate au quotidien par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et là, s'il n'y a pas un tiers de confiance ou un aidant ou une structure une solution comme Marguerite ou d'autres, les devis varient entre 3 à 5 fois le prix du marché, que ce soit pour un aménagement de salle de bain, que ce soit pour même de la téléassistance, que ce soit pour du portage de repas, que ce soit pour tout ce qui concerne les biens à domicile. Donc nous, effectivement, quand on intervient, les prix restent dans un prix marché. Ça change tout pour le grand public. Et donc c'est une sécurité en même temps. Effectivement, c'est une sécurité aussi bien pour les aidants que pour les aidés. Et c'est fait par des professionnels. Parce que, encore une fois, ce sujet-là, effectivement, les aidants familiaux font de leur mieux de manière quotidienne, c'est évident. Mais ça reste un métier. Ce métier, il est pratiqué par des assistantes sociales, des ergothérapeutes. On ne peut pas s'improviser à aménager une salle de bain. Même si on aime beaucoup son papa ou sa maman, ça reste un job réel où il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et quand c'est des professionnels qui interviennent, et on le vit pour le coup quotidiennement, ça replace chaque acteur de la famille au bon endroit. Et ça change tout. Et le fait qu'on ait allié la technologie, l'aidant, lui, peut être assuré qu'il habite à 500 ou 1000 km de ses parents. Il va sur l'espace avec son compte client et il voit le suivi de la prise en charge du domicile de ses parents. Il voit les prestataires qui ont été choisis, les devis qui ont été validés, pas par nous, parce que nous on préconise, c'est le particulier qui signe à la fin, mais il peut suivre tout de A à Z. Et c'est quand même ultra rassurant de se dire que c'est des professionnels qui gèrent vraiment le dossier et pas 6 mois, 8 mois ou 12 mois après, comme c'était géré classiquement en France. Voilà. Sans opposer ni le public ni le privé, c'est pas le sujet. Il y a vraiment un vrai sujet global de toute façon. Pas un acteur à la solution, mais la solution est collégiale. C'est pour ça que cette conférence est très intéressante, puisqu'en alliant la technologie et l'humain, moi je représente l'humain aujourd'hui, on peut arriver à créer quelque chose qui a du sens. La techno toute seule, très clairement, on le voit dans la silver economy, les solutions, elles ne sont pas au domicile des particuliers, quoi. C'est des boîtes qui restent 2-3 ans, et puis ça fait pas grand-chose. Mais et l'humain tout seul, à notre époque, c'est très compliqué. Dans l'aide à domicile, je crois, il manque 35 000 salariés à l'heure où on se parle. Rien que dans le groupe où on est, il en manque 500. Donc on voit qu'il faut bien arriver à un moment donné à mixer les deux pour avoir quelque chose qui soit complètement efficace pour le particulier et pour les familles qui sont autour. Et pour compléter un peu, avec plaisir. Et en plus, avec des familles qui sont, comme on l'a annoncé tout à l'heure, qui sont maintenant séparées, qui vivent loin des enfants, qui sont, je crois que c'est, qui sont sur Paris, qui sont recomposés, etc., etc. Et voire même, tu parlais tout à l'heure de solidarité familiale, on a un problème en France de solidarité. La société d'aujourd'hui, plus ça va, plus en fait, moi j'aime bien appeler ça une individualité collective. C'est-à-dire que, en gros, c'est
chacun pour soi et mon smartphone pour tous. C'est-à-dire que tous ensemble, là, on ne se connaît pas. Mais si on vote pour quelqu'un, on vote pour un resto, on peut promouvoir une idée, un produit, etc., que personne ne connaissait il y a encore 10 minutes. Bon, il y a un bouquin qui m'a marqué, et qui s'appelle L'âge de la multitude. Ce smartphone-là nous enfonce dans une individualité collective, nous enfonce dans du chacun pour soi, et dans la collectivité, ça n'existe plus aujourd'hui. Pour moi, il y a 500 ans, il y avait la religion, il y a 150 ans, il y avait les syndicats, il y a 50 ans, il y avait les partis politiques, aujourd'hui, il y a Facebook et Twitter. C'était même une conclusion. C'est un accéléré. C'était la conclusion. Ok, bonne soirée. Merci à tous d'être venus. C'était très agréable de vous rencontrer. Alors, avant de conclure, néanmoins, moi j'ai une petite question concernant l'autonomie justement des personnes aidées. Est-ce que aujourd'hui, dans tes interlocuteurs, Jean-Paul, tu as vraiment des aidés directement ou tu en as que des aidants ? Et quelle est la proportion si tu as des gens qui sont capables, en tout cas, de t'appeler pour... ils ont détecté une perte d'autonomie. Ok, bon, on va répondre de manière réelle à cette question, puisqu'on est sur une table ronde réelle. Mais je pourrais faire une réponse complètement fake. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, tout ce qui tourne autour de la prévention, Marguerite, on est dans le champ de la prévention. On est plutôt dans une logique encore dans notre pays où on va attendre que la personne soit tombée dans la salle de bain et se dire « Ah oui, c'est vrai, ça glisse dans sa salle de bain ». Ouais, bon, bah là, il y a un passage hôpital que nos amis reçoivent régulièrement là-bas. Et après, la question du domicile apparaît, enfin, du maintien à domicile apparaît après le premier accident. Et en fait, le problème, il part de là, pour le grand public. C'est-à-dire que là, on fait tout à l'envers, de manière idéologique. Donc, concrètement, qui fait appel à Marguerite aujourd'hui en France, ou en tout cas à notre structure, c'est des grands comptes. C'est des grands comptes comme des grosses mutuelles, des bailleurs sociaux, des banques, j'en oublie, qui se disent « Ah oui, mais par exemple, on a 2 millions de retraités dans notre branche. » Bon, on peut citer déjà la Mondiale avec qui on travaille et qui nous suit depuis le début. Ok, mais on n'arrive jamais sur le sujet de prévention. Donc en fait, ils vont commander 1000 diagnostics autonomie à Marguerite qu'ils vont mettre à disposition de leurs retraités. Et nous, après, on fait notre travail, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. En gros, le grand public, aujourd'hui, sur 100% de notre chiffre d'affaires, sur cette année, 10% c'est du B2C, c'est-à-dire c'est du client qui va aidant ou aider. Mais pas forcément de distinction. Les aidés peuvent aussi s'intéresser à eux-mêmes. Mais en tout cas, d'aller faire la démarche de commander sur notre site internet l'offre qui leur va bien, etc., ça représente que c'est anecdotique. 90% de notre chiffre d'affaires, il est lié aux grands comptes qui, eux, s'intéressent à ce sujet-là, qui ont compris que, oui, la prévention, ça va être mieux que d'arriver après. On travaille avec une mutuelle que je ne citerai pas, qui nous confie, par exemple, 1000 aménagements de salles de bain par an, où on s'occupe de l'aménagement de la salle de bain de A à Z. La prise de rendez-vous, enfin bon, bref. Et là, ils se disent, si on arrive en amont de la chute, bah, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Bien sûr, c'est tellement évident, ça coûtera beaucoup moins cher à la mutuelle, et ça évitera aussi, bien sûr, pour le particulier, de faire un passage hôpital, voire plus si affinité. Et tout le monde, en fait, retrouve aussi une place cohérente. Mais on est en 2022, de ce que je pressens, en tout cas, le grand public, il en faut encore au moins pour 2, 3, 4 ans avant que ça soit quelque chose de courant, de se dire faisons un point, faisons un diagnostic sur comment vit ma mère, mon père, que ça soit pas stigmatisant, que ça soit pas vu de manière intrusive aussi dans la vie de la personne. D'où l'idée de Marguerite, un nom commun, il n'y a pas de care dedans, il n'y a pas de je sais pas quoi. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir une approche grand public, douce, pas stigmatisante avec du vocabulaire qui plombe, mais faire le job avec des assistantes sociales, des ergots, etc., des psys aussi s'il y a besoin. Et c'est un sacré enjeu. Justement, donc en France, on n'est pas super du coup dans la prévention. Est-ce que dans d'autres pays, c'est mieux ? Est-ce qu'on a des modèles à aller chercher ailleurs ? Antoine, peut-être ? Oui, alors
En fait, avant ça, je voulais juste faire une toute petite remarque pour cette histoire de stigmatisant et de nom qui est plus ou moins stigmatisant avec le care, avec les préventions et tout ça. En fait, ce qu'on voit côté techno, c'est la même chose. Alors, c'est de manière très caricaturale, tout ce qui était technologie qui visait spécifiquement des personnes âgées, évidemment, n'a jamais pris dans le grand public, ou peu. Et qui a envie de nos jours d'avoir un médaillon de téléassistance autour du cou, qui tient plus en design du collier à chien que de la grande couture, quoi. Franchement. Donc, excusez-moi. Donc, côté techno, c'est la même chose. C'est-à-dire que, Arnaud l'a abordé tout à l'heure, c'est que par les devices grand public qu'on va réussir à mettre quelque chose au domicile des personnes âgées. C'est logique. Donc, si vous avez un assistant vocal, qui dit « Coucou, je suis l'assistant vocal pour les vieux », c'est pas tentant. En revanche, si vous avez Alexa qui permet de faire plein de choses, ou si vous avez une montre, une Apple Watch qui permet aussi de détecter les chutes et tout ça, eh ben, ok, vous la mettrez, ça vous servira peut-être, mais en tout cas, vous ne serez pas stigmatisé ou vu stigmatisé comme un senior. Donc désolé pour la question, c'était non mais c'est à côté, extrêmement intéressant. Merci pour l'intervention. Je vais compléter ce que dit Antoine. C'est très vrai, mais aujourd'hui le marché, petite parenthèse sur la téléassistance, quand l'infrastructure déjà en France, on est un tout petit peu technique, il y a des trucs RTC, téléphoniques, vous savez les vieilles pristés là qu'on a encore, que vous avez peut-être encore chez vous, qui vont bientôt s'arrêter. Et la prise en charge en téléassistance est souvent liée à une prise en charge APA, donc des personnes qui, comme tu disais tout à l'heure, sont plutôt du GIR 4, 3, 2 et 1. Alors plutôt 3, 2 et 1. Bon. Et en tout cas, quand on a une prise en charge là et quand on a une téléassistance, le matériel qui doit servir aussi, qu'on doit mettre dans le cadre de cette prise en charge APA, est forcément contraint aussi. Parce que contraint, il faut qu'il fonctionne. D'abord, il faut qu'il fonctionne correctement. Et contraint aussi, parce que techniquement, il doit être hyper fiable. Et aujourd'hui, il y a quand même des vrais efforts là-dedans. Et il doit être fiable, fonctionner et rester dans ce budget. Et c'est aussi ça, quoi. Parce qu'il y a des offres qui peuvent être hyper sexy, etc. Mais c'est des offres de geek, quoi. Aujourd'hui, l'Apple Watch, pour parler de ça, pour l'instant, c'est un marché de seniors geeks, de vieux geeks. Par contre, chez les ados, les adultes, etc., non, c'est un triomphe. Okay. Et quand cette génération-là va venir, va aborder, va vieillir, en fait, il y aura l'Apple Watch 18. Quand il y aura l'Apple Watch 18, là, il y aura une adoption forcée, puisque c'est dans le quotidien des gens. Et ça va obliger aussi tous les gens, nous aussi, acteurs informatiques, téléassisteurs, j'en vois un ou deux dans la salle, là, téléassisteurs, à se réinventer ce qu'ils ont commencé à faire. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que c'est dans une période charnière entre des gens qui sont connectés, comme vous disiez tout à l'heure, et des gens qui ne sont pas connectés. Aujourd'hui, si vous avez la fibre chez vous, vous dites oh, c'est génial, machin, etc. Mais vous avez tous rebooté au moins une fois votre Livebox ou votre Freebox. Eh ben, expliquez ça à vos parents qui ont 80 ans ou 90 ans qu'il faut éteindre, attendre au moins 30 secondes et rallumer en devenant croyant pour espérant que ça reparte. Parce que pour un peu, ça repart pas parce qu'il y a un autre truc, quoi. Donc en fait, ça, ben, c'est pas dans la mécanique des gens aujourd'hui et des populations prises en charge aujourd'hui aussi. C'est aussi ça qui fait que l'information, le transfert d'information, le partage d'information est compliqué aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans des périodes charnières, quoi. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur ce sujet? Alors, je vous propose de passer à un autre sujet. Une fois qu'on a mis en place l'aide, donc on a un service d'aide à domicile qui est mis en place, on a fait les travaux qu'il fallait dans la salle de bain, etc. Comment on peut aujourd'hui soulager l'aidant en lui donnant accès à de l'information? Voilà, imaginons qu'il soit à 300 km et qu'il rende visite... je ne sais pas, tous les mois, tous les 2 mois, comment on le sécurise, cet aidant, avec la technologie? Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui disponibles? Disponibles, je pense qu'il y a un paquet de solutions qui existent. Après, est-ce qu'elles sont utilisées? Je ne pense pas. Ce que je sais, pour connaître un peu ce secteur d'activité, c'est qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui travaillent sur le sujet, donc qui essayent d'allier techno et humain pour être vraiment dans quelque chose qui soit efficient en termes d'usage et de données transmises. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas. Nous, ce qu'on fait, c'est des appels.
des appels réguliers pour suivre effectivement le besoin des personnes. Mais si on se projette à une grosse échelle de besoins, disons que la cible, on va dire, c'est 18 millions de personnes en France, disons ce chiffre, allez. Il va falloir effectivement que la techno soit en douceur dans les domiciles et que ces infos soient relayées effectivement à des systèmes de coordination ou des services sociaux en tout cas, enfin peu importe, c'est privé ou public, c'est pas le sujet, et que tout ça travaille en bonne intelligence et de manière journalière, parce que les pertes d'autonomie il faut vraiment suivre les domiciles de manière très quotidienne pour arriver en amont des potentielles difficultés qui vont arriver. Donc là, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais peut-être que vous avez... Alors, en tout cas en France. En fait, on a travaillé, j'ai travaillé avec Antoine sur un projet aujourd'hui qui est devenu une société qui s'appelle Dome, que vous avez trouvé dans le hall. En fait, l'idée, c'est je l'ai évoqué tout à l'heure, de mettre à disposition l'information disponible, la structure des domiciles, de la mettre à disposition aux aidants et aux aidés, aux bénéficiaires à la prestation, aux seniors, aux personnes âgées et à ses enfants, l'aidant. En fait, le premier modèle économique de Dome, c'était de dire on met à disposition des aidants un service, un portail, etc. Voilà, ça vous coûte 50 centimes par mois, ou 1 euro, ou 2 euros, ou 3 euros par mois. Ça n'a pas marché. Les personnes, il n'y a pas un aidant qui a pris ça. Alors, si, il y en a sur je ne sais plus combien de milliers de personnes connectées, il doit y en avoir, je veux dire, de mémoire, une centaine qui sont connectées d'eux-mêmes. Mais pourquoi ? Problème de génération encore. C'est-à-dire qu'on a des aidants qui ont 65 ans, 80 ans, 65 ans, 70 ans. C'est aussi, est-ce que c'est des aidants parisiens ou des aidants de la Creuse ? Il y a aussi une différence de secteur d'activité, de CSP, etc., qui font que, de budget, etc., qui font que, ben voilà. Donc en fait, le modèle économique, on l'a un peu changé, on l'a intégré dans les budgets des structures des domiciles qui proposent le service, mais là encore, aujourd'hui, on voit plein de structures qui nous disent bah oui, mais non, nos clients ne sont pas prêts, nos usagers ne sont pas prêts, etc., etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a plusieurs exemples de structures qui ont dit bon, stop, maintenant j'en vois plus de planning, j'en vois plus de facture, tout est disponible sur Internet et uniquement sur Internet. Bon, on a des clients qui le font et chez qui ça fonctionne avec marginalement un envoi de facture et un envoi de planning, parce qu'il faut toujours le prévoir, quoi. Mais aujourd'hui, on commence ça émerge, ça arrive, et c'est bel et bien parce qu'il y a cette fracture numérique-là. Et moi, mon avis personnel, c'est qu'on ne la comblera pas. On peut toujours faire des tablettes simplifiées, des machins simplifiés, des bidules, tout ce que vous voulez, on ne la comblera pas. C'est l'usage qui va faire qu'on utilise ça. Et puis, une fois que vous avez utilisé ça, une fois que vous avez un smartphone que vous l'utilisez, naturellement, on colle les usages à ça. Et puis, ça va tout doucement dérouler. Et quand les aidants d'aujourd'hui, dans 10 ans, les aidants d'aujourd'hui, les personnes dans 10 ans, vous serez peut-être, pour certains d'entre vous, aidants, vous aurez naturellement votre smartphone. Vous allez naturellement avoir une structure qui vous dit attendez, moi je veux ma facture dessus, je veux mon planning, je veux savoir comment ça s'est passé, je vais pouvoir discuter et envoyer un message directement à l'aide à domicile, directement à partir de mon smartphone. Aujourd'hui, c'est possible avec des solutions comme Dome, mais on doit se raccorder aussi de la structure, on doit, etc., etc. C'est nous qui faisons ça, mais ça émerge là et on a vraiment eu 5 ans d'évolution, de lente évolution du secteur là-dessus, quoi. Ouais, moi je voulais juste revenir sur la création de Dome, sur les premiers projets qu'on a fait il y a des années. Et moi, il y a une image qui m'a vraiment frappé. J'étais en train de faire des études, d'étudier, en téléphonant à des aidants de personnes âgées pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient comme type de service, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme information et tout ça. Et en fait, j'ai appelé un aidant, je les appelais directement en fait sur leur téléphone. Et la personne, j'entendais plein de bruit derrière, et c'était la fille d'une dame qui allait pas bien, voilà, qui était âgée, et elle s'était arrêtée en fait sur le bord d'une route passante dès qu'elle avait eu mon coup de fil, parce qu'elle pensait que j'étais de la structure d'aide à domicile. Et en fait, elle s'était arrêtée sur le bord de la route, plus ou moins bien, j'imagine. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un énorme besoin de savoir juste est-ce que ça va bien. Pourquoi elle s'était arrêtée ? Parce qu'elle avait peur d'avoir des mauvaises nouvelles.
Et en fait, elle avait juste besoin de savoir que ça allait bien. Et le terme, quand on parle d'information, les aidants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement savoir que pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Et voilà. Et je pense que la techno, effectivement, DOM est un exemple. Ça a été construit à partir de ça. Je voulais vous partager juste cette petite image. Voilà. Parce que aujourd'hui, finalement, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à notifier ou à envoyer des messages quand ça va pas. Mais c'est assez anxiogène, finalement. Ça, c'est toute la vie. Hein. On dit toujours tout ce qu'on en est. Tout le monde remarque les trains qui arrivent en retard. Personne ne remarque les trains qui arrivent à l'heure. Et ben, c'est pareil dans la prise en charge. Moi qui ai dû prendre en charge, organiser la prise en charge de ma mère à domicile, c'était un vrai. Pourtant, j'étais un peu dans la partie. Je veux dire que c'était un vrai chemin de croix, un vrai parcours du combattant. Et moi, j'ai juste besoin de savoir effectivement qu'il ne s'était rien passé et que la journée se passait normalement, parce qu'autrement, on est toujours averti quand il y a des alertes. Alors, on arrive au terme de cette conférence. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Donc on voit que ça évolue doucement. Voilà, pour conclure, chacun un petit mot. Comment on accélère tout ça? Oui, pourquoi pas. Il y a peut-être des questions dans la salle après, hein? Non, on vous autorise pas à parler. Je sais pas pourquoi. Bon, moi je vous autoriserai. Mais non. Si tu as des questions. Quelle était ta question? J'ai oublié la question. Bon, comment on accélère le mouvement, parce que. Ok. Bah, déjà en ayant une vision. Peut-être au niveau des financements, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques? Oui, j'allais aller sur ce sujet-là, clairement. Déjà, il faut voir grand. Ça, c'est une évidence. Il faut voir déjà aussi pas cloisonner dans son coin, toujours s'opposer. Les EHPAD, le service à domicile, le privé, le public, bon bref, tout ce qu'on peut voir en permanence, tout ça n'a aucun sens quand on se pose sur un regard personne âgée ou en situation de handicap. Et après, nous, on essaye de faire la réponse à ta question avec Marguerite. Concrètement, on est parti fort et vite en mode start-up, c'est-à-dire que sur un sujet comme ça, on a levé des fonds. Dès le début, on a eu des partenaires comme la région Nouvelle-Aquitaine, comme Airbus Développement, Suez Développement, Airbus. Bon, bref, on est parti déjà avec un gros budget. On a fait 1 an de recherche et développement. On a fait 2 levées de fonds, la dernière en mai. Et on a ouvert notre capital à un grand groupe de SAP. Tout ça pour dire que c'est un sujet pour accélérer vite. Il faut de l'argent, c'est évident. Et il ne faut pas le voir juste sur son petit village à Bordeaux, quoi. Il faut quelque chose de grand, qui soit capable de gérer beaucoup de volume, ce qui est le cas de Marguerite, notre volonté. C'est pour ça qu'on a une grosse équipe à Bordeaux. C'est que tant qu'on n'aide pas entre 50 et 100 000 personnes par mois, on ne sera pas satisfait de ce qu'on a créé. Donc en fait, c'est juste une vision et à enfoncer des portes et pas lâcher ce sujet-là. C'est le plus difficile, mais c'est ce qui nous motive à travailler pour cette boîte-là. Donc voilà ma conclusion. Merci Jean-Paul. Ouais, moi je pense que je vais un peu couper peut-être l'herbe sur le pied à Antoine qui veut devoir improviser. C'est pas grave, j'en ai encore. Et moi, comment on accélère, c'est un peu compliqué en fait. Pour moi, on doit mettre en place l'écosystème. Il y a des problèmes de financement, il y a tout un qui sont un peu prégnants, mais on doit mettre en place l'écosystème et offrir des solutions dans l'écosystème, pas réinventer la roue. Aujourd'hui, des aides à domicile, quand ils discutent entre elles sur leur smartphone, parce qu'on met en disposition des smartphones pour un système chez nous qui s'appelle la télégestion, quand elles discutent entre elles d'une personne prise en charge, elles utilisent WhatsApp. WhatsApp, c'est une filiale de Meta, c'est une filiale d'anciennement Facebook. Bon. Est-ce que c'est souhaitable que tu utilises WhatsApp? Non. Bon. Est-ce que WhatsApp, c'est chiffré? Oui. Est-ce qu'on peut piquer des informations en WhatsApp? Non. Alors, moi, il va y avoir une attaque, mais autrement, c'est chiffré, il n'y a pas de problème. Bon. Est-ce qu'il faut interdire WhatsApp? Bonne chance, hein, parce que... Donc, autrement dit, ça existe, il faut faire avec. Par contre, ces messageries-là, Facebook, Amazon, tout ça, créer des nouveaux usages, des nouveaux circuits d'information dont il faut s'inspirer. Il faut pas essayer de refaire la roue, il faut s'inspirer de ça et se dire, OK, il y a ça qui existe, il y a ça qui est majoritairement utilisé, OK, je développe l'usage autour de ça.
je m'inspire de ça, je m'inspire des écosystèmes qui se créent et qui sont surtout pas, comme disait tout à l'heure Antoine, faits pour les seniors ou pour les vieux, quoi. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit stigmatisant, effectivement. Après, tu te débrouilles maintenant. Ouais, bah oui, maintenant c'est un peu dur. Juste avant, rebondir sur ce qu'il vient de dire. Parce que, non, mais c'est essentiel et je pense qu'il y a un truc à retenir de cette conférence, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas créer de produits ou de services à destination des seniors. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans ce salon-là aussi. C'est souvent marketé avec des personnes âgées, handicapées, des trucs. Bon, bref, je vais vous juste faire une citation de Michel Delaunay, qui était l'ancienne ministre de ce sujet-là à l'époque, et qui est girondine, bon, qu'on connaît bien. Et elle avait une phrase qui était intéressante. Bon, elle en avait qu'une seule, hein, rassurez-vous. Après, le reste, ça, je rigole. C'était, non, mais très clairement, c'était, il faut créer des services et des technos pour les personnes âgées, mais sans leur montrer que c'est pour eux. Et voilà, donc c'est assez clair. C'est-à-dire que Ikea le fait très bien. Ikea, vous pouvez acheter des meubles, des canapés très adaptés aux personnes âgées handicapées, mais vous passez avec votre famille, vous pouvez acheter le même, etc. etc. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Et c'est l'ambition, je pense, des prochaines années. Les boîtes qui arriveront à faire ça auront tout compris. Il n'y aura plus de sujet de on n'achète pas, on n'utilise pas. Voilà, c'était juste... Ouais, mais moi, de toute façon, c'est un peu la même chose. Hein. Il faut choisir ses combats, de toute façon. Là, la technologie, effectivement, on ne va pas évangéliser les gens pour les forcer à utiliser quelque chose qu'ils n'ont jamais utilisé. Il faut utiliser, effectivement, la force de frappe de tous ceux qui vendent des téléphones portables, ceux qui vendent des prises connectées, etc. Voilà, il faut construire sur ces services-là. Puis il y a autre chose aussi qui me semble super important, c'est en termes de mentalité. Qu'on a rencontré il y a quelque temps et qui commence à disparaître, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, à chaque fois qu'on voulait vendre quelque chose en France, un service, on avait la réponse « oui, mais ça devrait être payé par la sécurité sociale ou ça devrait être payé par l'État ». Ce qui fait qu'il n'y avait jamais aucune boîte qui réussissait à s'en sortir, puisque en attendant que la sécurité sociale rembourse, voilà, quoi, il n'y avait jamais aucun service qui marchait. Il me semble que cette mentalité-là est en train de disparaître, pour le meilleur ou pour le pire, parce que ça mène à des systèmes à deux vitesses aussi, mais tant qu'il y a des... Enfin, voilà, il faut quand même profiter de ça aussi maintenant. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des gens qui achètent avec leur propre argent sans attendre d'être remboursés. Voilà, il faut profiter de ça aussi pour développer des nouveaux services. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? Alors. Qui a une question? Alors, il y en a monsieur et madame ensuite, là-bas. Bonjour. La question, elle porte surtout pour Marguerite. C'est comment détectez-vous justement des signaux faibles pour agir avant qu'apparaisse l'accident? Merci pour la question. J'aurais pu donner la parole à Anaïs qui est là, mais bon, elle est tellement fatiguée que je vais le faire, parce que c'est elle qui pilote, elle dirige le pôle car manager de Marguerite. Elle est là si vous voulez discuter avec elle après. Mais là, c'est tout le job, effectivement, des assistantes sociales. Et dans 90% des cas, on gère ce sujet-là à distance. On était beaucoup challengés au démarrage sur ce sujet. Oui, comment vous allez faire des évaluations à distance, alors que passer au domicile quand même. Ok, mais ceux qui nous disaient ça, c'est ceux qui ne sont pas allés voir comment se passaient les évaluations APA ou PCH dans la vraie vie, quoi. Mais effectivement, elles sont formées à gérer du distanciel. Il n'y a même pas la vidéo. Hein. Et en fait, c'est toute une formation aussi complémentaire qu'on propose à nos salariés pour détecter ces signaux faibles. Ça va être très long de définir point par point comment on les détecte au téléphone, etc. Mais en fait, la clé pour nous, c'est que nos diagnostics, ils ne sont pas faits sous forme de questions-réponses. Ils sont faits sous forme d'un entretien, où on coche effectivement ce qu'on veut atteindre comme réponse, et comme besoin pour le coup, et ce qui va nous permettre d'évaluer. Et là, quand on arrive à le faire sous forme d'entretien, les personnes, nous donnent les infos clés, celles qu'un évaluateur classique ne pourrait pas avoir, parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière de prise en charge, de volume d'heures, etc. Mais je vous encourage, si vous avez un peu de temps après, de discuter avec Anaïs, elle répondra plus précisément. Merci pour cette question.
Et juste pour rebondir par rapport à ça. T'aimes bien rebondir. Ouais, non, parce que ça, c'est hyper. C'est au cœur de la prise en charge pour une structure des domiciles. S'il y a des structures des domiciles d'aujourd'hui, il y a plein de données. Quand elles vont au domicile d'une personne qui fait une intervention, il y a plein de données. Et on a travaillé avec Antoine sur justement comment on peut détecter ça. Comment on peut détecter un changement dans le comportement de la personne. Mais là encore, là, ce que tu vas faire, tu le fais à un moment T, alors que l'aide à domicile, tous les jours, elle va voir, ou tous les 2 jours, elle va voir, et puis elle peut se rendre compte que dans le comportement, il y a des choses qui changent, et le dire, et qu'on détecte ça dans un traitement, alors j'aime pas le terme d'IA du dispositif. Et ça, pour l'instant, on travaille là-dessus, et c'est des vraies pistes. Et une fois qu'on a détecté ça, pareil, on fait quoi? S'il n'y a pas des gens comme Marguerite pour dire, bon, attention, là, on détecte quelque chose, ça peut être dans la structure, hein, on détecte quelque chose, mais c'est quelque chose qui est très prégnant et qui, là, pour le coup, les nouvelles technos devraient pouvoir accompagner ça. Mais là, du coup, typiquement, on a la rencontre de l'humain, la nécessité de l'humain et de la techno, et qui se combinent pour le meilleur, quoi. Exactement. Il y avait une autre question. Peut-être une autre question, au fond? Je vous remercie pour cette conférence. Simplement, il y a des images qui me venaient, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est le clip de Soprano, vous voyez auquel je fais allusion? Je vais les aider parce qu'ils sont un peu plus âgés que moi, c'est du rap, hein, Soprano. Du quoi? Ah, c'est bon. Je les ai aidés, c'est bon. Et J'ai 25 ans, c'est pour ça. Donc, comment allier un peu technologie et humain? Je ne sais pas si on est encore très très loin de ce clip, on va dire, où tout pourrait devenir intuitif. Ça a déjà commencé un peu avec tous les produits Apple, etc. Mais pour les personnes, justement, ce fossé qu'il y a dans l'utilisation des technologies, tout ce qui est très difficile, est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on est très loin encore d'arriver à faire glisser des likes dans le vide comme ça, juste du bout du doigt, qu'il y ait une impulsion, qu'il y ait une facture qui apparaisse ou ce genre de choses, et que la personne puisse consulter ou manifester sa volonté, et que ça facilite aussi le travail des aidants, je dirais. Alors, sans les remplacer. Je suis désolé, je ne connais pas le clip, mais j'imagine à peu près. Alors déjà, il y a un premier sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'est est-ce que les gens ont beaucoup d'usages derrière eux? C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui est tout neuf, qui n'a jamais touché ces technos-là, et qui se retrouve d'un coup à 80 ans à les apprendre, ben ça va être vraiment dur. En revanche, s'il a travaillé dessus toute sa vie, s'il a utilisé dans la rue, etc., évidemment, il va suivre l'évolution plus facilement. Après, il y a effectivement des limites physiologiques qu'on connaît, qui sont la partie visuelle. Bah, voilà, moi, je teste mes yeux. Je suis obligé de changer les polices de caractère de mon téléphone pour l'instant. Mais ça va. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a le problème de mémoire, pour savoir où on est passé. Il y a plein de choses qui jouent là-dessus. Et en fait, ce qui est le plus intuitif et peut-être ce que les gens utilisent simplement tous les jours, c'est-à-dire évidemment le basique, c'est la voix, c'est le fait de rencontrer quelqu'un, etc. C'est pour ça que moi je crois beaucoup, en tout cas, à des expériences qui sont purement vocales. Mais l'usage. Moi aussi, je suis un fanboy d'un marque à la pomme. Pas de problème, je tiens 2 heures là-dessus, pas de souci. Je croyais que tu allais dire de Soprano. Avant de venir ici, je ne connaissais pas, c'est vrai. Mais punaise, quand ça déconne aussi. Ça, vos AirPods, et des fois, ça doit automatiquement prendre la télé, ça ne marche pas automatiquement. Puis vous êtes obligé de remettre dessus. Machin. Il faut s'approprier ça, quand même. Et je pense qu'on est encore assez loin de Matrix et tout ça, quoi. On y arrive, mais on a encore pas mal d'années devant nous. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, on vous remercie, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Messieurs, merci. Et nos experts sont à votre disposition pour toutes questions, et vous pouvez nous retrouver sur le stand des 37 également. Merci beaucoup. Bonne fin de salon.